o'clock local time in France. We're getting ready for the 24-hour virtual Le Mans. Oh, nice stuff, Max. Look at that. T'as une bagarre 57-92 en GP. Là, il y a un sacré duel également. Safety cars into the pits, safety cars into the pits. Say that I'm totally amazed. I think it looks fantastic. Tom, thank you and thanks for the invitation. Great job, everybody. And he celebrates victory as rightly he should. Plus haut, plus fort, e-sport. Avec moi pour parler des nouveaux codes du Sportainment, Florent Houzeau, directeur des programmes et de la rédaction de Beansport, Donald Renew, casteur-doubleur, acteur, comédien, Gérard Neveu, ex-directeur de Le Mans Endurance Management et désormais associé de Motorsport Games. Comment allez-vous ? Très très bien. Très bien. Merci. Tout va bien. Vous avez bon temps ? Oui. Oui. C'est le maquillage. Et c'est virtuel. Attention. Exactement. Gérard Neveu, avec les 24 heures du Mans virtuel organisées l'an dernier, vous avez démontré que le mariage du virtuel et du réel pouvait déboucher sur une belle réussite. On le rappelle, 70 millions de vues, tous supports confondus. Félicitations. Deux mondes qui ne s'opposent donc pas. Non, c'était précisément l'objet de ce projet, c'était de substituer à un moment donné une épreuve qui avait été reportée pour des raisons qu'on connaît, de confinement à ce moment-là, et on ne voulait pas vivre ça tristement, donc on a occupé l'espace qui était libre à ce moment-là. Et l'avantage du virtuel et du sim racing en particulier, c'est qu'il offre aujourd'hui une technologie qui permet d'approcher assez près les choses réelles. Et donc, on a décidé de faire cet événement une célébration des 24 heures du Mans. Et non pas une copie ou un remplacement ou une substitution. Non, c'était une célébration. On a partagé les mêmes valeurs. Et l'idée était clairement de rapprocher les lignes, rapprocher le réel du virtuel et de rapprocher les équipes. Donc, on a mixé l'ensemble des équipes, celles qui venaient du vrai motorsport et celles qui venaient du jeu, du sim racing. Et à l'arrivée, ça a été une combinaison qui a rassemblé globalement, je dirais, deux grandes communautés, celle des passionnés des jeux et celle des passionnés du motorsport, qui à la fin ont célébré la même chose. Alors, petit lexique chez vous, le sim racing, ce sont bien entendu les logiciels dont le but est de simuler la course automobile. J'ai juste ? C'est exactement ça. Impeccable. Florent Houzeau, face au vieillissement de l'audience des grandes compétitions sportives, organisateurs et médias doivent faire évoluer leur mode de diffusion et l'expérience qui est vécue par les fans aujourd'hui. Le sport se doit d'être plus immersif, intense, imprévisible et peut-être s'inspirer des codes de l'e-sport. Comment un média comme Beansport intègre-t-il aujourd'hui ces réalités ? Déjà, ça fait bientôt 5 saisons que Bein diffuse des programmes e-sport à travers un magazine hebdomadaire, 2 magazines hebdomadaires, Bein eSport et Bein eFoot, qui traitent l'ensemble de ces actualités. Mais Bein, depuis son lancement, s'est toujours intéressé à offrir des expériences nouvelles, parce que Bein, une chaîne de sport qui diffuse du live et du sport, et c'est la seule expérience encore qui peut-être en télé, le sport se consomme en direct. Et on s'est toujours intéressé à essayer de comprendre notre communauté d'abonnés, à travers d'abord les réseaux sociaux, puisque dès le lancement, Bein était performant sur les réseaux sociaux Twitter et puis sur Facebook. C'est plus de 2 millions sur la page Twitter du compte officiel et plus de 7 millions sur la page Facebook du compte de Bein. Mais par rapport à l'e-sport, ce qui nous intéresse, c'est aussi de retrouver ces codes qui, en fait, permettent aux téléspectateurs et aux fans de sport d'avoir une expérience un peu nouvelle. Et c'est pour ça qu'on trouve que les codes de l'e-sport peuvent apporter quelque chose de nouveau dans la consommation de sport à travers une expérience complémentaire. Le double écran avec les statistiques. On a eu tout un tas d'expériences sur Bein depuis 2012 avec la première qui était ce qu'on appelle le Pure Live, c'est-à-dire un match de Ligue 1 qui était commenté de façon traditionnelle sur un canal, mais sur un canal additionnel, le même match en son inter et avec la communauté Twitter qui échangeait et qui se lisait, qui se répondait à travers des tweets, jusqu'à aujourd'hui et notamment sur la période du confinement, à tout un tas de nouvelles expériences comme un tournoi e-foot organisé par le Paris Saint-Germain qui a permis à des joueurs qui jouaient sur FIFA de pouvoir rencontrer à la fin du tournoi un vrai joueur du Paris Saint-Germain, Kipembe, Draxler, qui ont pu se confronter, parce que c'est aussi ça qui est important pour nous, c'est de réussir à faire en sorte que les communautés de fans de sport puissent aussi toucher du réel ces joueurs de foot ou ces sportifs qui n'ont jamais l'occasion d'être en contact, en fait.
Justement, deux mondes qui cohabitent et qui évoluent ensemble. Donald, dans quoi les codes de l'e-sport peuvent servir, selon toi, les intérêts du sport traditionnel, toi qui as les deux casquettes? Comme on le disait au début, avec les 24 heures du Mans virtuel, les lignes ont beaucoup bougé en 2020 entre le sim racing et le racing, parce qu'avant, c'était deux mondes bien séparés. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative qui était incroyable, et aussi la Formule 1 et aussi un peu de NASCAR, mais ça, c'était aussi aux États-Unis, le confinement a permis de donner un essor au sim racing qui était incroyable, et tous les pilotes étaient chez eux, donc ils étaient dispo. Mais ça a permis de montrer qu'on faisait la même passion. Et contrairement à tous les autres sports, on parlait de joueurs de foot, je vois mal un joueur de FIFA sur console finir au PSG, alors que concrètement, dans le sim racing, et là je parle d'exception, de pilotes ultra talentueux, mais un pilote qui excelle en sim racing peut finir au 24. On le voit sur Gran Turismo, Igor Fraga, aujourd'hui, il roule en F4. On en a plein des exemples comme ça. Donc vraiment, les lignes ont bougé, et ça peut tellement apporter au monde du racing réel, c'est-à-dire que le monde de la compétition automobile coûte très cher, c'est un secret pour personne, mais entre les essais hivernaux et les tests sur simulateur, on peut vraiment gagner du temps, et pour les pilotes réels, gagner du temps en amont, en virtuel, pour après être performant tout de suite dans le réel. Donc il y a véritablement eu quelque chose qui s'est passé sur cette dernière année et qui vont vraiment pouvoir faire changer les choses, tant au niveau du spectacle, mais aussi pour les compétitions réelles. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que selon toi, ce mariage est propre au sport automobile ? C'est là que la passerelle est la plus fine. Je pense que je ne dis pas de bêtises. On est vraiment au plus proche. On peut naviguer entre les deux océans, et c'est ça qui est génial, quoi. Gérard, vous êtes d'accord ? Non, Donald a absolument raison. En fait, la période de confinement, qui est par ailleurs vraiment désagréable et très pénalisante pour nous tous, elle a été une sorte d'accélérateur, mais c'était inéluctable. Et pour reprendre ce qui était dit il y a un instant, c'est tout à fait juste. Par exemple, que vous soyez pilote dans n'importe quelle catégorie aujourd'hui, de la Formule 1 jusqu'aux débutants en kart, vous êtes assuré de passer plus de temps dans un simulateur que dans la vraie voiture. Ce sont les réalités de ce nouveau monde aujourd'hui. On fait moins d'essais parce que ça coûte cher, parce que le bilan CO2, parce que trop dangereux. Donc tout ça est maintenant encadré. Et donc le simulateur, et parce que les technologies le permettent, vous offre la possibilité de faire tout ce que vous deviez faire en faisant beaucoup d'essais qui coûtent plus cher, qui sont plus dangereux et qui sont moins bien perçus. Donc c'est une donnée réelle. Et aujourd'hui, il y a des acteurs majeurs du sport automobile qui l'ont bien compris, et je pense que tout le sport automobile va se l'approprier. L'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, avec les 24 heures du Mans et Motorsport Games, l'avait initié à l'occasion des 24 heures du Mans virtuelles. Mais aujourd'hui, la Fédération internationale de l'automobile est très sensible à ce sujet-là, elle y travaille aussi. Et il n'y a pas un promoteur de grand championnat qui n'intègre pas le fait que le e-sport fera partie de sa palette. Ce n'est pas par opposition. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux mondes. Il ne s'agit pas non plus de substituer l'un par l'autre. Il s'agit juste de dire que le e-sport sera un complément de l'activité du motorsport en général. Et ça ira au-delà des championnats. C'est valable pour les teams, pour les grands constructeurs, qui eux-mêmes disposent déjà de leurs propres grands simulateurs, qui sont des appareils très poussés, qui permettent aux pilotes de parfaitement répéter leur gamme. Et vous avez même des championnats, on en a eu encore l'exemple ce week-end, la Formule I. Vous n'avez pas d'autre option que de le préparer qu'un simulateur, parce que le circuit est éphémère. Il est construit pour une durée de 4 jours au cœur des villes. Donc vous n'avez pas l'occasion de répéter vos gammes avant. Et le e-sport, et le simulateur en particulier, offre cette possibilité. Et puis il y a aussi une donnée importante, c'est le côté entertainment. Le motorsport n'échappe à aucune règle des grands sports. La partie entertainment est chaud et majeure. Il faut régénérer son public, il faut intéresser la nouvelle génération, il faut trouver des passerelles, il faut rapprocher les communautés, il faut trouver un langage commun. Et le e-sport est véritablement un agent de liaison entre cette nouvelle génération, entre le fait qu'une majorité de gens jouent aujourd'hui à des jeux et donc vont sans doute approcher le motorsport par ce biais-là et s'y intéresser. Pour les meilleurs peut-être, et effectivement avoir la chance de devenir un jour eux-mêmes pilotes dans une voiture. Alors justement, je prends la balle au bon, étant donné que vous avez parlé de Formule I. Dans certaines catégories sport auto, le virtuel, vous l'avez dit, influence les courses réelles. En Formule électrique, ça donne un bonus, par exemple, de performance. Qu'est-ce que vous pensez de ces procédés d'un point de vue éthique ? Bon, c'est toujours très difficile. Il y a différentes approches. Il y en a une autre très intéressante qui est faite par le GT World avec Stéphane Rattel, qui dit même que tous les pilotes doivent participer à une épreuve e-sport qui précède la vraie épreuve de quelques jours et que le vainqueur va scorer un point qui comptera au classement final du championnat.
Si on va au bout de la logique et si on inscrit le e-sport dans la dynamique sportive, c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte. Quand on a fait les 24 heures du Mans virtuel, les grands constructeurs comme Porsche, Ferrari par exemple, avaient fait une véritable sélection de tous leurs pilotes. C'est pas le plus connu qui allait être dans la voiture, dans le simulateur, mais le pilote le plus rapide et le plus efficace. Donc ça peut être intéressant. Il faut que ce soit parfaitement encadré. C'est pour ça qu'il est sans doute très important que les fédérations ou les organisateurs, les promoteurs, les régulateurs du sport soient vigilants là-dessus, qu'il n'y ait pas une dérive, mais inévitablement aussi, vu que le e-sport prendra une place plus importante et prépondérante, il sera important de l'intégrer également dans la dynamique et dans la dimension sportive, et ce sera incontournable, inévitable. Florent, pour une chaîne télé désireuse d'acquérir des droits sportifs, le critère clé, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est l'audience. Croyez-vous à la commercialisation de droits groupés, réels et virtuels, d'une même compétition à l'avenir? Moi, je pense que pour rebondir, c'est qu'il faut évidemment dissocier les compétitions, on va dire, officielles des compétitions virtuelles, réelles, virtuelles. Il peut y avoir évidemment des passerelles, et je pense que l'e-sport permet aussi à ces deux mondes de pouvoir cohabiter, d'avoir des passerelles. Mais pour le sport, il faut qu'il y ait les mêmes règles. C'est-à-dire, vous avez une compétition d'e-sport qui va faire bénéficier de points pour un championnat officiel. C'est pas forcément équitable. Donc il faut faire attention à ça. Après, pour l'audience et pour évidemment des produits télé, typiquement, là on parle des sports mécaniques, mais typiquement il y a eu la même expérience sur des courses de vélo. Par exemple, une étape du Tour de France en virtuel, ça peut être aussi assez intéressant parce que je pense que sur le monde des sports mécaniques, il y a aussi l'approche sécurité qui peut être aussi intéressant pour nous tous. Et sur une course en virtuel, vous êtes sur votre home trainer, sur votre balcon ou dans votre salon, vous faites aussi du sport et vous faites une course. Peut-être qu'effectivement, pour un diffuseur comme beIN, certaines ligues ou certains ayants droit peuvent imaginer de faire des compétitions virtuelles en amont de leur match officiel. Typiquement, ce week-end, on a diffusé sur beIN le Classico. Pourquoi pas un jour? Et d'ailleurs, pendant la période de confinement en mars-avril, on a eu tout un tas de ligues, notamment la Ligue espagnole de football ou la Ligue allemande, qui nous ont proposé, et on les a diffusés sur beIN, des tournois virtuels avec des joueurs officiels de la Bundesliga. Mais c'était un tournoi complètement virtuel avec des joueurs officiels de la Bundesliga ou de la Liga. Peut-être que demain, il pourra y avoir en guise de levée de rideau d'un classico, un match et un classico virtuel. Pourquoi pas? En tant que diffuseur, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant parce que du coup, on touche une communauté un peu plus jeune qui aujourd'hui, moi j'ai 3 enfants et ils sont beaucoup sur les écrans. C'est aussi intéressant de ramener cette communauté sur l'écran de télé et de vivre le sport, comme je le disais tout à l'heure. Le sport est peut-être le dernier événement télé que vous vivez en communauté. Donald, comment les événements sportifs peuvent-ils prendre exemple sur l'e-sport pour faire par exemple évoluer le rôle du commentateur? Je pense que de toute façon, de manière globale, c'est l'interactivité qui doit arriver de plus en plus sur les compétitions réelles. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était Jean-Éric Verne qui avait parlé dans un futur peut-être de réalité augmentée avec des personnes, des pilotes réels qui vont avoir des voitures qui seront virtuelles dans la même course. On peut avoir plein de choses comme ça. Ou alors, voilà, à l'instar de ce qui a été proposé, de pouvoir avoir des courses en préambule en virtuel pour marquer des points. Le fan boost en Formula I, il peut se passer tellement de choses. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrive à mélanger les deux cultures. Comme sur Gran Turismo, chaque constructeur propose sa vision, c'est le terme, un prototype. Ford, que je représente, a fait un prototype qui s'appelle le Fordzilla P1, qui a été fait intégralement avec les choix du public sur des votes sur Twitter. Et après, c'est les designers de Ford qui l'ont fait. Et la voiture, elle existe pour de vrai. Et elle est canon. Pardon? Et elle est canon? Ah ouais, elle envoie bien le pâté. Ils ont beaucoup. C'est ça. Mais du coup, elle est plutôt typée limite Hot Wheels, tellement c'est le futur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de pouvoir... C'est l'interactivité avec le public qui est important. C'est de pouvoir avoir comme sur Twitch, où on discute avec le streamer. Là, on ne va pas discuter avec le pilote, ça va être un peu compliqué, mais de pouvoir bouger les angles de vue, de pouvoir avoir des interactions, des boosts en direct. Et ça, il n'y a que le digital qui peut l'apporter. Et quand tout le monde sera OK pour faire des trucs comme ça avance déjà beaucoup. Le fan boost, déjà, c'était un truc incroyable. On aurait dit ça à l'époque de Prost et Senna, on aurait halluciné. Mais ça bouge, ça va bouger encore plus et il me tarde de voir ce que le futur pourra nous apporter là-dessus.
Donald, Florent, Gérard, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je laisse à présent la parole à Bertrand Amar, Head of eSport chez Webedia, en compagnie de Guillaume Rambourg, DG France de Riot Games. Ils vont analyser la mutation des championnats eSport vers le modèle des ligues et son impact auprès des sponsors. Bonsoir Monaco et bienvenue à la grande finale de la Ligue française de League of Legends. Le dragon! Oh là mais c'est incroyable! Qui le récupère? Quel échappé fantastique du jungler des B6 premières. Le Nexus qui tombe! Et vos champions de l'année 2020 contre toute attente seront Misfits première. Voilà des images de la victoire de Misfits. C'était la finale de la LFL saison 2020, il y a quelques mois de cela, à la fin du mois d'octobre, à Monaco. Pour introduire ce nouveau sujet, on parle de l'évolution de la structuration des compétitions e-sport qui sont passées en quelques années d'un modèle de tournoi à un modèle de ligue. L'exemple avec la LFL, mais ce n'est pas la seule ligue en France. Et pour en parler avec nous ce matin, Guillaume Rambourg, qui est donc le DG de Riot Games, l'éditeur justement de ce jeu League of Legends. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Très bien Bertrand, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, on vient de parler dans la précédente table ronde des liens entre sport et e-sport. On va poursuivre cette analogie avec un truc un petit peu rigolo quand même et surprenant, Guillaume, c'est que l'e-sport, ça a pris un peu le modèle inverse du sport. On a commencé par des énormes compétitions avant d'arriver à un modèle local. Parce que League of Legends, qui est un jeu qui a maintenant plus de 10 ans, a commencé dès sa première saison avec un championnat du monde. Exactement. On a un peu profité de la nature digitale de la pratique et puis du succès mondial du jeu pour commencer avec des championnats du monde en 2011. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à structurer l'écosystème à échelle mondiale avec l'apparition de ligues continentales et puis plus récemment des ligues locales à l'image de la LFL en France, qui est notre championnat de France officiel de League of Legends. Alors, on a des images pour bien se rendre compte de l'évolution de l'e-sport. Ça, ce sont les premiers mondiaux, les premiers Worlds de League of Legends. D'ailleurs, au premier plan sur la photo, on voit un joueur qu'on connaît bien, Yellowstar, qui évolue encore aujourd'hui. À l'époque, il était chez AAA, qui était finaliste contre Fnatic. Il évolue d'ailleurs maintenant LFL dans l'équipe LDLC-OL. Donc, ensuite, si on revient au niveau national, on a connu une époque avec énormément de tournois, dans ce qu'on appelle des LAN, des rassemblements de joueurs. C'était encore le cas du circuit compétitif le plus élevé en France, en 2018, avec ce qu'on appelait l'Open Tour. On va voir des images notamment d'une autre équipe, Gamers Origin. Ça, c'était à Metz en 2018. Donc ça se passait comme ça. Le haut niveau sur League of Legends, il y a encore 3 ans, c'était des regroupements comme ça de joueurs. Il y avait quand même des finales, souvent dans des salles. On a une image d'ailleurs de cette même finale en 2018 à l'ESWC à Metz. Pourquoi, chez Riot Games, vous avez choisi de casser ce modèle de tournoi de LAN pour créer une ligue, en l'occurrence la LFL ? Je pense qu'on a cette volonté de faire perdurer League of Legends et la pratique compétitive en équipe dans le temps. Donc pour nous, c'était une évidence d'avoir des ligues locales. C'était un peu le dernier pan qui nous manquait dans la pyramide compétitive mondiale. Et c'était pour nous le meilleur moyen de permettre aux meilleurs joueurs français, aux meilleures formations françaises de briller. Et d'ailleurs, on n'est pas peu fiers que de dire qu'on a plus d'une dizaine de joueurs de la LFL qui ont déjà participé à des compétitions majeures dans le monde. Donc, on est vraiment un vivier de talent et ça fait partie de notre stratégie pour ancrer League of Legends dans les décennies à venir. Alors, l'intérêt de League, il se situe à plusieurs niveaux. Déjà, pour les teams qui participent, c'est
la même compétition, c'est la régularité, c'est la garantie aussi pour leurs sponsors d'avoir plus de visibilité, hein, puisqu'on peut afficher un calendrier alors que les tournois, on ne sait jamais aussi comment on est diffusé. Il y a une vraie différence d'un tournoi à l'autre en termes d'audience, d'organisation. C'est un intérêt aussi pour l'audience. Tu me le confirmes, hein, Guillaume, l'audience qui veut de plus en plus de compétitions. Donc l'avantage d'une ligue, comme vous l'avez en France, comme vous l'avez en Europe, c'est d'avoir des rendez-vous chaque semaine et de ne pas attendre le prochain tournoi dont on ne sait pas précisément quand est-ce qu'il aura lieu, quoi. Exactement, l'appétit est là, parce que comme je disais par ailleurs, on a des compétitions européennes régulières, mais désormais locales. Donc tout le challenge pour nous a été d'avoir une programmation télévisuelle, enfin sur Twitch en l'occurrence, qui permet aux joueurs de pouvoir regarder sans compter le calendrier. Et je réponds c'est là, parce que quand on voit les audiences qu'on fait après 3 ans désormais de LFL, une ligue qu'on a lancée en 2019 pour la l'audience est vraiment là, et sur des sports traditionnels tels que le football, le basketball, je pense qu'on est plutôt bien placé en France et qu'on est devenu un sport majeur pour la jeunesse. Ouais, non, ça c'est vrai, puisque tu parles des deux audiences. On a un visuel avec les audiences. Et effectivement, c'est totalement comparable au sport aujourd'hui. On est très certainement, quand on parle de League of Legends, dans le top 5 des sports collectifs. Ça, ce sont les audiences réalisées en France sur la première partie de l'année, hein, la compétition qui s'est déroulée de janvier au mois de mars. Et on voit des scores en concurrent de viewers, hein, c'est-à-dire de spectateurs simultanés qui frôlent les 200 000 viewers. Il y a beaucoup de sports aujourd'hui qui sont diffusés et qui n'ont pas les mêmes audiences. En dessous, ce sont les autres ligues nationales en Europe. Alors, revenons au circuit compétitif pour que tout le monde comprenne bien comment est structuré un championnat. Donc, sur League of Legends, on a la LFL qui est en gros la division 1. On a créé, enfin, vous avez créé l'année dernière une division 2 qui est un peu le lien entre l'e-sport amateur et l'e-sport professionnel. C'est du semi-pro, la division 2 ? C'est exactement, c'est l'antichambre de la LFL, donc ça permet notamment aux formations de LFL de détecter les stars de demain, les joueurs en devenir. Donc on a vraiment cette volonté à nouveau de se rapprocher le plus proche possible du talent, là où il est localement. Donc ça nous permet d'y arriver avec la division 2. Et par ailleurs, on a toujours conservé notre Open Tour, qui est un format un peu plus ATP, si je fais une analogie avec le tennis, avec un circuit de tournoi, qui lui, est l'antichambre de la division 2. Donc au final, on a un écosystème à 3 strates, LFL, division 2, Open Tour, qui nous permet vraiment de créer un chemin aspirationnel et de détecter les meilleurs jours de demain. Alors, on a un visuel de cette pyramide compétitive en France, donc avec, tu le disais, en bas, le circuit en gros amateur, ouvert à tous. Il y a notamment une ligue pour les étudiants. Au niveau supérieur, cette division 2 qui fait le pont. Et en haut, la LFL qui permet d'accéder à une compétition européenne qui se déroule d'ailleurs en ce moment même, qui est les European Masters. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les prouesses de 2 équipes françaises qui sont en compétition. Misfits premier qu'on a vu dans la vidéo d'intro. Et puis la Carmine Corp menée par Kameto qui devrait là aussi faire de très très grandes audiences. Il y a 2 modèles qui s'opposent quand on parle de ligue en e-sport. Il y a un modèle qui est celui qu'on vient d'évoquer, qui est un modèle de ligue ouverte au mérite, hein, puisque entre la division 1 et la division 2, il y a en fin d'année des matchs de barrage avec la possibilité de monter et le risque de descendre. Donc c'est un modèle qui est basé un petit peu sur la vision européenne du sport. Et puis en opposition à ce modèle, il y a la vision purement américaine. Hein. On connaît la NBA, la NFL, la NHL, qui sont des ligues fermées, c'est-à-dire que dès lors qu'on est détenteur d'une franchise, d'un slot, on n'a pas de risque de relégation. Et chez Riot Games, c'est le modèle que vous avez choisi pour vos grandes ligues régionales, que ce soit les LCS aux États-Unis ou en Europe, le LEC, qui est on va dire un petit peu la Ligue des Champions, la Champions League, qui se déroule chez vous à Berlin. Pour toi, les 2 modèles peuvent coexister au sein de Riot Games, ou est-ce que vous pensez que les ligues nationales comme la LFL vont devenir à terme des ligues fermées ?
Alors, je pense qu'il faut voir le sujet sous forme d'une pyramide inversée. C'est-à-dire qu'effectivement, les compétitions les plus populaires au monde et en Europe, à l'image de la Ligue des Champions dans le football par exemple, c'est des compétitions qu'on a vraiment pour volonté d'ancrer dans le temps, et ça passe notamment par une bonne santé financière pour tout l'écosystème. Donc effectivement, pour ces compétitions-là, avoir un modèle fermé nous permet d'avoir moins d'incertitudes, permet de faire grandir le produit. Il faut remettre les choses dans le temps, hein. On parle de compétitions qui ont quelques années, là où le football existe depuis 100 ou 120 ans. Donc ils ont eu le temps d'itérer le modèle et puis de devenir un succès mondial et enraciné. Donc on a vraiment cette volonté d'ancrer ces compétitions les plus aspirationnelles à échelle mondiale. À échelle locale, pour le moment, on n'a pas du tout la volonté de faire des ligues fermées. On est encore en phase de détection de talent. La LFL s'est lancée en 2019, donc c'est extrêmement récent. Donc c'est pas du tout à l'ordre du jour. Toutefois, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On reste ouvert en fait aux des équipes pros, aux attentes des joueurs, et on verra dans le temps. Mais pour le moment, on est ravis avec le modèle actuel en France. Non, tu as raison, c'est très frais. Hein. Les images qu'on voyait en début d'intervention, ça date de 2018. Donc on voit qu'en 2-3 ans, l'évolution du système compétitif en France. Alors il n'y a pas que Riot Games et League of Legends qui organisent des ligues en France. C'est une vraie tendance de fond, hein, ce modèle, ce changement d'un modèle de tournoi qui se déroulait ça et là sur des calendriers pas franchement annoncés à l'avance, à un modèle de ligue. On peut penser à la LFP avec sa e-Ligue 1, qui était d'ailleurs diffusée sur beIN pendant 4 ans. On pense aussi à Ubisoft avec son jeu Rainbow Six, qui a créé la Six French League en 2019 également, qui est là aussi un modèle de ligue, donc de championnat avec des rendez-vous récurrents, des équipes qui sont stables. Il y a un autre jeu que vous avez lancé l'année dernière qui s'appelle Valorant, qui est un FPS d'ailleurs comme Rainbow Six, un shooter. Et là, vous venez d'annoncer, toujours en partenariat avec nous chez Webedia, la création du Valorant Open Tour. Alors là, c'est pas une ligue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir un circuit professionnel basé sur des tournois, ou est-ce que, selon toi, à terme, Valorant aura également sa ligue au même titre que League of Legends? Comme tu le disais très bien, Bertrand, Valorant, c'est un jeu qu'on a lancé en juin de l'an dernier, donc il n'a même pas encore un an. Donc, à échelle du temps, on est vraiment en phase de découverte et d'itération. Ce qu'on a fait ces 10 derniers mois, c'est qu'on a lancé en Europe plein de types de formats de tournois différents. On est vraiment en train d'itérer le modèle, de l'affiner. On prend beaucoup de feedback de la part des équipes professionnelles existantes en Europe dans ce genre de jeu. Feedback des joueurs, feedback de la communauté. On essaie au fil du temps, trouver le meilleur format. Effectivement, pour le Valorant Open Tour, on est parti sur un format qui est assez populaire au sein des jeux de tir, qui est un format un peu à l'image du circuit ATP en tennis, un circuit avec 3 étapes, une finale, un système de points pour chaque étape. On pense que ça va créer des matchs à grand enjeu. Donc, d'un point de vue du storytelling, on s'attend vraiment à des belles histoires. Et c'est le début, en fait, de la création d'un patrimoine collectif avec les joueurs français, parce qu'on va créer les premiers souvenirs autour de Valorant, on va créer les premiers grands clashs autour de Valorant. Donc, il y a énormément à faire. On est hyper impatient de voir ça. Ça commence au mois de mai. Et puis après, dans le temps, eh bien, on verra à l'image de League of Legends, hein, où le jeu n'a que 11 ans, mais on est passé par énormément de phases. On va apprendre au fur et à mesure. On va aussi capitaliser sur ce qu'on a vu et appris sur League of Legends et faire des analogies. Et fur et à mesure, oui, clairement, on va itérer le modèle. Je ne sais pas si on aura une ligue à terme en France, aucune idée. C'est une possibilité, mais rien n'est acté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a vocation à ancrer Valorant dans le temps. Et pour ce faire, l'e-sport, c'est l'une des meilleures armes que l'on a. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça correspond aux besoins des communautés, de l'audience, d'avoir des rendez-vous de plus en plus réguliers avec ce système de ligue. Et on voit que les audiences progressent. La LFL, en 2019, c'était un pic à 34 000 viewers. En 2021, on a un pic à 200 000. Et si on doit comparer les audiences de la LFL en 2020 par rapport à celles qu'on vit en 2021, en fait, on a atteint en 3 mois l'audience de toute l'année 2020.
ce qui prouve un petit peu quand même l'appétence de ces audiences e-sport pour ce modèle de ligue et de rendez-vous réguliers. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ton temps. Bonne saison, bon European Master aux équipes françaises. La compétition, vous pouvez la suivre chez nos amis d'OTP à partir de mercredi soir pour les phases finales. C'est bientôt la fin de cette matinée et je rends la parole derrière cette petite vidéo à Salomé et Tanguy. Merci beaucoup Bertrand, merci à l'ensemble de nos intervenants sur cette deuxième édition de Culture Gaming qui est désormais terminée. Merci beaucoup à toutes les équipes de Webedia et de CB News qui ont permis la tenue de cet événement. Nos partenaires, TikTok, l'Union des marques. Merci à vous qui avez suivi cet événement et bien entendu, merci à toi Tanguy. Merci à toi également Salomé. J'espère que nous avons apporté un maximum d'enseignements et l'occasion de pouvoir réfléchir davantage sur l'opportunité de miser sur le gaming dans vos futures communications. Et désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tous à vos manettes. Très bonne fin de journée. À bientôt.